Hello tout le monde, bonsoir, bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous regardez, ici Naetherion et nous sommes toujours donc sur ma petite chaîne YouTube. Comme vous avez vu peut-être dans le titre, aujourd'hui on va aborder donc l'initiative et les types et sous-types d'actions dans un tour. Alors n'oubliez pas que chaque grande action commence toujours par un seul jet de dés et ce jet de dés c'est l'initiative. Pourquoi l'initiative ? L'initiative étant un concept assez particulier, il était nécessaire en fait d'avoir une sorte de structure pendant les combats, pendant les interactions, pendant les actions, pour appeler ça un jeu. Donc il fallait structurer quelque chose qui n'était pas structurable. Mais ça retire une grosse partie de l'énergie de quelque chose qui doit être fluide et dynamique. Par exemple, si on regarde les scènes de combat dans Le Seigneur des Anneaux, dans Game of Thrones, ou dans peu importe, les scènes de combat donc, sont très dynamiques, comme je viens de le dire. Il y a du mouvement, il y a des courses, il y a de l'esquive, il y a des parades, il y a des changements de cible, il y a des coups d'estoc, il y a des frappes, il y a des voilà, on fait des acrobaties, etc., etc. Donc dans le jeu, dans Donjons Dragons et Pathfinder, on est un peu à l'opposé de toute cette dynamique, dans le sens où voilà, on met des structures, on met un ordre, on doit établir quelque chose pour pouvoir avoir un tour de jeu. Mis à part peut-être la 4ème édition qui a tenté de mettre l'accent plus sur le combat de façon fluide et dynamique. Mais ça offre en fait un compromis entre une structure et un combat. Entre structure et combat, mais surtout retire une bonne partie de ce qui rend le combat amusant. Donc c'est un compromis, il faut savoir l'accepter pour ceux qui sont les plus puristes entre guillemets au niveau du combat. La vie évidemment n'est pas une suite structurée d'événements. Mais par exemple le combat tour à tour où je frappe, tu me frappes, je frappe, puis tu me refrappes en retour, etc. n'est pas la même que celui d'un combat dans la vraie vie. Si vous avez fait un peu des arts martiaux comme moi, vous savez très bien, vous savez très bien que on peut enchaîner les mouvements sans spécialement devoir attendre que l'adversaire réponde. Donc l'initiative c'est un peu c'est un calcul de ce concept là. Comment faire ? Tout simplement, quand on déclare un combat, quand le maître de jeu déclare un combat, chacun doit tirer son jet d'initiative en fonction de ses statistiques, de ses dons, de ses compétences. Certains bonus peuvent être attribués. Vous faites un D20, on détermine donc en fonction du résultat que vous avez eu, si vous êtes plus ou moins réactif à ce qui se passe. Dans les anciennes éditions, ça permettait en fait d'avoir énormément de structures. En fait, vous aviez deux camps, vous aviez les ennemis et puis vous. Le maître de jeu déterminait le jet pour les créatures et les joueurs déterminaient donc le résultat entre eux. Ce qui permettait d'avoir d'un côté les créatures, d'un autre côté donc les joueurs, et les joueurs devaient avoir une cohésion d'équipe. C'est-à-dire que moi je vais taper sur celui à gauche. Ok, moi second tour je caste un spell, un particulier, un sort pardon. Moi je vais me mettre dans les ombres pour pouvoir attaquer par derrière et obtenir une attaque sournoise, etc. etc., etc. Mais le plus intéressant, hormis de devoir toujours respecter cette structure, il est intéressant d'établir certaines voies pour changer cette structure. Voilà, je me répète beaucoup dans le mot structure, mais dans certains systèmes, donc, on doit annoncer l'action pour avoir donc, des bonus en fonction de la situation. C'est-à-dire que si j'annonce, j'attaque le gobelin qui est aux prises avec mon pote le barbare, j'ai droit à un bonus d'initiative parce que le gobelin ne me fait pas attention à moi, il est pris au fer avec le barbare. Il est possible de calculer l'initiative chaque tour, mais c'est très long et ce sont des calculs parcellaires. Ça c'est un système que j'ai déjà essayé, c'est-à-dire que vous avez un macro-système de combat, donc avec les créatures, les joueurs, etc. dans la pièce, mais en fait, on va calculer l'initiative en fonction des interactions particulières, c'est-à-dire que le guerrier va affronter 3 gobelins, on va calculer l'initiative entre le guerrier et les 3 gobelins, le mage derrière va avoir une initiative à part, étant donné qu'il n'est pas dans prix offert avec d'autres créatures, le rôdeur calcule machin. Donc voilà, on a des microsystèmes parcellaires d'initiative qui donnent une dynamique en fait dans le combat au corps à corps, mais on a un macro-système global avec des différents types d'initiatives calculées. C'est un peu complexe, c'est très long à calculer, c'est très difficile à jouer, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un
d'un combat, dans la vie de tous les jours. Oups, désolé, j'ai mis un coup dans ma caméra. Revenons en arrière. En deuxième édition, en fait, sur Donjons & Dragons, il existait certaines notions de vitesse d'armes, de vitesse d'incantation, de rapidité, etc., pour augmenter la complexité du combat, mais surtout pour permettre aux joueurs d'agir plus vite. Ce qui explique pourquoi tout le monde jouait avec des dagues ou avec des épées courtes, les doubles épées courtes, qui permettaient, en fait, ce sont des actions qui permettaient d'avoir des tours de jeu très rapides, c'est-à-dire que ça prenait une seule action, un seul point d'action, et donc tu frappais directement. Même les grands guerriers jouaient avec toujours une dague et une épée courte, globalement. Je dis pas que c'était la règle générale, mais moi quand j'ai joué, je me suis rendu compte que énormément de gens jouaient donc avec des épées assez légères, enfin des armes assez légères et rapides. Donc oui, ce système donc voilà prenait uniquement en compte la maniabilité des armes et pas spécialement donc les modificateurs et la classe d'armure qui mirent l'initiative en avant comme dans les éditions précédentes, notamment la 3 et la 3.5 qui calculent énormément en fonction de votre matériel sur vous, votre vitesse, votre dextérité, votre constitution, etc., etc. Donc on met l'accent sur l'ensemble du personnage et plus seulement sur l'arme qu'il possède ou qu'il possédait. Quelles sont les situations donc, qui avantagent l'initiative ? Toutes celles qui offrent tout simplement un round de surprise. Il faut savoir que le round de surprise, c'est vraiment le round où on peut déterminer si le combat va être gagné ou perdu à l'avance. Par exemple, tendre une embuscade, c'est une situation magnifique. Avoir quelqu'un qui possède donc la connaissance du lieu, par exemple les rôdeurs, les druides, les voleurs, des fois certains magiciens ont des connaissances qui permettent tout simplement de contrer ou de prévenir une embuscade. Ça permet d'avoir le round d'initiative. Au lieu de te faire attaquer et de ne pas savoir ce qui va te tomber sur la figure, tu vas tout simplement avoir la possibilité de contrer ça et de prendre leur jeu à revers et donc avoir toi le round d'initiative parce que le gars il va se dire hop je vais l'attaquer en secret et il va pas me voir, il va rien comprendre à ce qui se passe alors qu'en fait c'est toi qui avais prévu. Enfin c'est un mind game assez énorme. L'initiative c'est vraiment le truc le plus important. Mais ce qui est aussi important ce n'est pas de savoir donc qui commence un combat. Ça ce sont des règles de jeu, c'est un système de jeu, on n'est pas spécialement... ça ce n'est pas important. Quelque part le plus important, la vraie initiative, c'est le moment où tu peux décider en premier et ainsi avoir là un avantage sur ton adversaire. La surprise est un plus, mais savoir qui frappera en premier, c'est non négligeable si tu tiens à survivre. C'est-à-dire que, comme disait un dicton, comme disait mon maître d'art martial, l'initiative permet souvent de mettre un bon premier coup, ce qui évite de devoir en mettre un deuxième. L'initiative, c'est tout ça. C'est tout simplement prendre l'adversaire plus rapidement que lui et pouvoir le décimer, entre guillemets, ou en tout cas agir avant que lui n'ait pu réagir. Deuxième partie, les types et sous-types d'actions. Globalement, donc, moi en tant que maître de jeu, j'octroie à peu près 3 points d'action par tour. Mais il y a une différence entre elles, à savoir qu'il existe des actions simples, des actions basiques, simples, basiques, des actions libres, des actions complexes et des actions évoluées. Alors on va déterminer un peu quelles sont les trois actions que j'autorise entre guillemets et qui sont globalement autorisées dans les jeux de rôle. Les actions libres, tout simplement ce sont des actions qui ne consomment pas de points d'action, à proprement parler. On peut en faire autant qu'on veut ou autant que le maître de jeu en autorise, mais ça demande souvent une action complémentaire, basique, de type basique ou de type complexe ou évolué, etc. Afin de pouvoir l'utiliser. Alors je vais lire donc quelques exemples d'actions libres. Arrêter de se concentrer sur un sort, tout simplement, ça ne demande pas énormément de temps. J'arrête de lire, je regarde la caméra, ça ne me demande pas beaucoup de temps. Combattre sur la défensive, donc avec un malus de bonus de base à l'attaque et un bonus en classe d'armure. Identifier un sort, lancer un objet. Parler, donc un tour de jeu c'est à peu près 6 secondes, entre 3 et 6 secondes en fonction de l'action. Parler ça doit être quelque chose de très bref. Qu'est-ce que vous savez dire entre 3 à 6 secondes? À vous de le déterminer. Prendre une flèche et l'encocher, préparer les composantes ou le focalisateur d'un sort, se laisser tomber à terre. Tout ça ce sont des actions en fait
qui n'ont pas spécialement d'impact au niveau du temps. Tandis que les actions basiques, ce sont des actions qui, elles, consomment donc un point d'action, tel que abaisser ou réactiver sa résistance magique. Ça demande de la concentration et en plus une utilisation magique. Aider quelqu'un, il faut s'abaisser, voir ce qu'il a, etc. Allumer une torche, ça demande de prendre un objet, de l'allumer. Attaquer à portée, donc les attaques à portée ou à longue distance, on va aborder ça un peu plus tard, parce que c'est des concepts d'action basique un peu particulières, parce qu'ils ont des contreparties assez pénibles. Une bousculade, charger une arbalète de poing ou une arbalète légère, dégainer ou rengainer une arme, les actions de déplacement, ça aussi je vais revenir plus tard, feinter, fouiller, ouvrir une porte, etc., etc., etc. Globalement, ça doit être une action qui doit être liée dans un temps donné. C'est-à-dire que ouvrir une porte, ça ne me demande pas beaucoup de temps, mais ça demande l'action et ouvrir la porte. Donc, entre se focaliser sur un sort ou l'identifier et ouvrir une porte, le temps de réaction, le temps d'action et de réaction est différent. Les actions complexes ou les actions évoluées. Donc, ce sont des actions qui consomment 2 ou 3 points d'action pour les complexes, et les actions évoluées, ce sont des actions qui consomment donc 2-3 points d'action, mais aussi qui demandent certains prérequis. C'est-à-dire que certaines actions, par exemple mettre un coup de surin, etc., ça demande que l'adversaire, 1, ne fasse pas attention à vous, 2, que vous puissiez vous mettre à portée sans que vous faire remarquer, et 3, vous ayez l'attaque à portée. Donc voilà, hop, 3 actions différentes, 3 prérequis qui doivent être établis pour avoir ce coup de surin qui se met en place. Exemple, administrer une potion, boire une potion, charger une cible, charger une arbalète lourde ou à répétition, courir, défendre lourdement ou défendre totalement, donner un coup de grâce, ça c'est un truc qu'on oublie souvent, mais donner un coup de grâce, ça consomme généralement toute son action. On doit se concentrer, on doit armer notre arme, on doit évaluer la puissance nécessaire, et on va devoir taper au bon moment. Donc tout ça, ce sont des actions qui sont consommées par le coup de grâce. Escamoter, lancer un sort complexe, prodiguer les premiers soins, saboter quelque chose, etc., etc., etc. Vous avez remarqué, ce sont toutes donc des actions difficiles à mettre en place, qui demandent des points d'action à consommer, et c'est à vous en tant que joueur et en tant que maître de jeu de déterminer comment vous allez calculer votre tour de jeu. Revenons donc sur l'action d'attaque et l'action de déplacement. Les attaques sont considérées comme des actions simples, évidemment, donc les joueurs auront tendance à vouloir dépenser 1 point, 2 points, 3 points dans leurs attaques, mais la contrepartie est que en fait, au deuxième point que tu actives pour l'attaque, tu as un malus de fatigue, c'est-à-dire que tu as un malus de -5 sur ton jet d'attaque, qui se traduit par ta fatigue, et l'adversaire a droit à une attaque d'opportunité. C'est-à-dire qu'avant que tu fasses ton action, l'adversaire, que tu consommes ta deuxième action, l'adversaire va pouvoir te mettre un coup d'épée ou un coup de masse ou peu importe, il va pouvoir te faire des dégâts. Parce que tu es fatigué et tu réutilises donc dans l'équivalent de 6 secondes, une frappe, 2 frappes, non, c'est pas possible, tu dois aller chercher dans tes ressources physiques pour pouvoir y arriver. Le déplacement et les actions de mouvement. Alors c'est comme pour les attaques, donc se déplacer vers, dans ou hors d'une zone de rencontre provoque une attaque d'opportunité. C'est-à-dire que si tu vois tes potes foncer donc dans la masse de gobelins qui sont en face de toi, tu peux pas juste rentrer dedans et ne rien avoir, dire voilà je trace mes 6 mètres, mes 7 mètres et demi de distance et juste taper sur le premier gobelin venu. Non, c'est pas vrai. Tu fonces et tu te mets bien évidemment à découvert parce que tu te déplaces, les adversaires te voient aussi, et donc ça demande une attaque d'opportunité. Voilà, j'espère que ces deux petites notions ont été établies et sont beaucoup plus claires pour vous. Comme vous avez remarqué, j'essaie de changer un peu le format, plus rapide, plus direct, plus structuré. Merci à tous de toujours soutenir et de regarder mes vidéos. Voilà, je suis toujours un youtubeur récent, c'est ma 3e vidéo et j'espère que vous continuerez à me soutenir en mettant des commentaires positifs, négatifs, mais toujours constructifs dans la section en dessous. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien.